Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Eh ouais, devine qui est de retour. C'était l'ancien générique, celui de la saison 3, donc d'il y a 3 ans, parce qu'en fait, tu vois, je suis une grosse feignasse, et que j'avais pas envie d'en faire un nouveau, et puis après tout, vous m'avez demandé une émission, vous m'avez pas demandé un putain de générique. Vous êtes venus pour quoi ici? Vous êtes venus pour le générique, ou pour les films? J'espère que t'as répondu pour moi. Et si c'est le cas, je t'embrasse, parce que t'es une sacrée pute quand même. What the fuck is happening right now? Mais en fait, il y a exactement tout qui est comme avant. On a le même décor de merde, on a le même matos pourri, le même générique, la même gueule de con, la même chemise. Je jure que c'est vrai, c'est exactement la même que j'ai portée pendant au moins 50 des 90 émissions. Non, il y a vraiment rien qu'à changer. Tiens, d'ailleurs, tu veux qu'on fasse un lien avec la dernière du JLPC? Eh ben voilà, tiens, prends, c'est cadeau. I don't get it. See, it's not sad, it's happy because they helped each other achieve their destiny. Great. I'm gonna have some freaky ass nightmares. Boom! Lost! Yeah! Bitch! Tac tac! Représente, wesh gros, t'as vu? C'est qui le bonhomme ici? Rép à ça, fils de pute! La DER du JLPC 2, le retour de la vengeance! Je ne suis pas fou, vous savez? What the fuck is happening right now? Salut les campeurs et bienvenue dans ce one-shot anniversaire du JLPC pour fêter les 5 ans de l'émission. Après ces 3 ans d'absence, vas-y, c'est tellement logique. It's so insane, it kind of makes sense. Ma petite recommandation pour vous, parce qu'il y en a peut-être qui ne le savent pas, et en fait ceux qui ne le savent pas ne sont probablement pas en train de regarder cette émission, donc ce que je vais dire est complètement con. Allez sur le blog, il y a le lien en dessous de la vidéo, sauf si vous me regardez sur Facebook ou sur Twitter ou quoi que ce soit, vous regardez, vous ouvrez la page. Si vous ouvrez pas la page, il n'y a rien d'écrit en dessous, connard. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, vous allez sur le blog, c'est très intéressant, il y a plein d'autres critiques. Par exemple, il y a ce que je considère comme étant mon grand moment, le tout dernier Twilight, c'est quasiment 20 minutes de boucherie. Je pense que je n'ai jamais été meilleur de toute ma vie. Sinon, il y a aussi ma rétrospective Rocky, qui pour le coup est déjà nettement plus intelligent. J'ai quoi d'autre? J'ai Cloud Atlas d'Eva Wachowski, et de Tom Tykwer, ou Tykwer, je ne sais absolument pas comment on prononce son nom, mais il est allemand, et l'allemand c'est vraiment pas mon fort. Comme dirait Nelson, pour continuer les blagues de merde. Putain, on est vraiment de retour là. C'est dingue. Il y a quoi d'autre? J'ai aussi John Carter, enfin il y a plein de trucs. Il y a la première partie du Hobbit. Je n'ai jamais fait le deuxième. Il y a des gens qui vont m'engueuler. J'ai pas fait de World's End non plus d'Edgar Wright, hein, donc bon. Et ça va quoi, j'ai le droit. Je fais ce que je veux, c'est mon émission. Bref alors, qu'est-ce qui a vraiment changé en 3 ans, vu qu'on est en train d'évoquer ce qui n'avait pas changé? Alors comme vous pouvez le constater sur mon t-shirt, le docteur, et comme vous avez pu le voir en intro, le docteur est entré dans ma vie. Voilà, le docteur. Je te compte pas le laisser me quitter de sitôt, parce qu'il faut pas déconner non plus. Il est vraiment bien mon docteur, hein. Il est meilleur que le vôtre. Sauf que moi il ne me fait pas de prescription ni rien. Mais il me fait quand même beaucoup de bien dans mon cœur. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, qu'est-ce qui a changé en 3 ans? Miley Cyrus a complètement pété un câble. Et tu sais ce qui me plaît là-dedans? C'est que j'avais tout prédit. J'avais prédit une sextape, elle n'est pas encore arrivée, on a le temps. Ça peut toujours se faire. Juste le problème c'est que là, personne ne peut vraiment me croire, parce que fondamentalement, je n'ai pas de trace écrite de ce que j'ai dit. Enfin, j'avais une trace écrite, j'ai juste pas eu l'occasion de faire exister cette trace écrite, donc pour l'instant, je suis juste en train de suivre le mouvement, et ça me rend super triste. Autre truc, mais là ça n'a pas changé, c'est le monde qui est toujours un peu plus con qu'avant.
ça change pas, ça continue bien. D'ailleurs, j'en vois de moins en moins de monde, ou alors c'est le monde qui me voit de moins en moins. Tu vois, là, on aurait de quoi faire un débat très très long, genre philosophie et tout. Est-ce que c'est moi qui vois de moins en moins de monde parce que j'en ai pas envie, ou est-ce que c'est le monde qui me voit de moins en moins parce qu'ils n'ont pas envie de me voir? Parce qu'au final, ça revient au même, je vois de moins en moins de monde. Ah, solitude. On appelle ça la masturbation. Quoique. T'imagines, tu te promènes tout seul dans la rue en te branlant? Il y en a qui peuvent le faire. Anecdote véridique. Bon, c'est pas de la masturbation, mais j'étais au carnaval cette année, et là t'es dans un chapiteau juste à côté du bar, mais genre vraiment quoi. C'est-à-dire, le bar il est là où la caméra est placée, et il y a un type qui me regarde. Qu'est-ce qu'il fait? Je baisse les yeux, et il est en train d'ouvrir son froc, il sort sa bite. Je me dis non, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'il fout? Et là il a commencé à pisser. On vit vraiment dans un monde de gros porcs. Tu vois pourquoi je vois de moins en moins de monde? Les gens sont dégueulasses. Autre truc qui a changé, et j'en parlais par rapport au fait que j'ai été trop long à la détente à faire exister ce que j'avais dit. J'ai écrit un bouquin, les mecs. Il a été publié, il y a des gens assez fous pour faire ça. T'imagines? Alors j'en parlerai un peu plus tard, parce que là on est un peu concentré sur d'autres choses plus importantes. Non, mais je déconne, il y a rien de plus important que moi, et qu'est-ce qu'elle voulait me raconter comme connerie? Non, mais on en parlera après, parce que là, il y a des trucs... Non, en fait, il y a This is 40 qui est plus important que moi. Oh, merde. Reconsidérer sa propre vie comme ça, là, en live. Restons dans l'actualité. Doit-on parler du foot, vu qu'en ce moment, c'est la Coupe du Monde? Alors, premièrement, je vous recommande à découvrir Victory, ou en VF, À nous la victoire. C'est avec Michael Caine, Sylvester Stallone et Pelé, le joueur de foot. Vous allez voir Stallone jouer au foot contre des nazis. Et ça, les gars, c'est vraiment la classe absolue. Donc, vous faites ce que vous voulez. Non, on va pas parler du foot en soi, parce que c'est juste un sport de merde. C'est quand même le seul sport au monde qui peut finir par 0-0. On appelle ça un match nul. Tout est dit. Non, on va pas parler de ça. On va plus parler du footeux qui, lui, le supporter, il est quand même un peu bizarre. Tu sais, en Belgique, on a un truc, c'est des housses de rétroviseurs aux couleurs de notre drapeau. Et ils mettent ça sur les rétroviseurs, c'est juste supra moche. Et en plus, ils appellent ça des chaussettes. Les mecs, vos voitures n'ont pas de pied. Ou alors, il y a une pièce qui s'appelle le pied dans une voiture, mais fondamentalement, une chaussette, ça se met sur un pied qu'on a en bas des jambes et qu'on met sur le sol. Pas sur des putains de bagnoles, les mecs. Et en plus, c'est moche. Et vous le faites tous. Alors, vous n'avez honte de rien. Dans un sens, j'ai envie de dire, c'est pas une mauvaise chose. J'encourage ça. Assume. Y a pas de problème. Mais là, vous le faites tous parce que tout le monde le fait. C'est ridicule. C'est comme... Première victoire de la Belgique. Déjà, victoire moisie. Et là, t'as tout le monde qui est super excité. Bon, ok, faites ce que vous voulez. Et les mecs, déjà, modérez un peu, comme le deuxième match. C'est des matchs nazes. Et là, ils sont tous... Il n'y a plus de proportion, quoi. C'est des pétages de câbles absolus. Et donc, bref, j'ai la très mauvaise idée de sortir dans la rue après le match. Et là, pétage de câbles. Déjà, les mecs, ils ont complètement oublié que l'essence, ça coûte une blinde. Hein, ils sont en train de tout niquer. Ils vont avoir des dettes à la fin de l'année juste à cause de 2 matchs de foot. Bref, et il y a un mec qui me voit, mais moi, tu sais, comme j'en ai rien à foutre du foot, moi, je suis pas du genre à aller trouver dans la rue. Mec, arrête, ta gueule, le foot, c'est de la merde. Non, bah, vous aimez le foot, je m'en fous, quoi. Mais venez pas me casser les couilles non plus, si moi je vais pas vous emmerder. Et le mec il dit, ouais, mais sois content, on a gagné. Mais je m'en bats les couilles. Ouais, mais suis le mouvement. Ah, suis le mouvement. Oh, fallait pas me dire ça, crache-moi à la gueule, tout ce que tu veux, mais pas suivre le mouvement, quoi. Et les mecs, si vous regardez le foot uniquement parce que c'est la Coupe du Monde, parce que il faut soutenir votre équipe, il faut soutenir votre pays, vous êtes pas chauvin, vous êtes juste cons, les mecs. Non, sérieux, quoi. Eh, arrêtez, quoi, suivez pas le mouvement, assumez de pas aimer le foot, ça sert à quoi, vous allez vous faire chier pendant 30 minutes. Le truc qui est extraordinaire par rapport aux gens qui ne regardent jamais le foot, parce que là, en ce moment, tout le monde, là, en ce moment, à travers le monde, est plus calé que l'arbitre. Mais le spécimen particulier, c'est celui qui ne regarde jamais un match de foot, qui ne connaît pas les règles. Genre, demande-moi de t'expliquer le hors-jeu, en dehors du fait que c'est une règle stupide qui empêche une action de se produire, ou qui empêche une action quand elle s'est produite, pour dire, hey, attends, on a vraiment envie de faire un 0-0, les mecs, donc foutez-nous la paix. Donc voilà, t'as les règles, moi je comprends pas, je n'ai rien à branler. Et là, t'as des mecs qui vont arriver, ils ont jamais vu un match de foot. Oh, mais l'arbitre, tu fais n'importe quoi, il n'y avait pas faute. Mais ta gueule, t'en sais rien. Ferme ta gueule.
Juste tu fermes ta gueule. Putain, vous faites chier les gens. Sérieux, vous aimez pas le foot, regardez pas le foot quoi. Allez vous instruire quoi. Branlez-vous la nouille. Faites ce que vous voulez, merde. Allez, attends, t'as 2-1, c'est une grande victoire. Eh, regarde n'importe quel autre match de n'importe quel autre sport, t'arrives à 180 à 90, ça c'est une victoire. 1-0, 2-1, c'est nul. C'est juste nul. D'ailleurs, je vous conseille d'aller sur le blog pour voir d'anciennes critiques. Alors, il y en a des écrites et il y en a qui sont en vidéo. J'ai écrit tout un billet sur le footeux. Faites-vous plaisir. Ah, dans le genre, nouveau truc depuis ces 3 dernières années, c'est Stromae. Tu sais, le mec qui a des textes de merde et là, t'as tout le monde qui dit c'est le nouveau Jacques Brel. Non, non, non. Tu n'as jamais connu Jacques Brel. Si tu dis ça, tu ne connais pas, tu n'aimes pas. Ferme ta gueule. Va écouter Maître Gims. Ok? Tu laisses la musique tranquille. Maître Gims, section d'assaut, ce genre de conneries, mais tu fous la paix à la musique. Merci. Maintenant, revenons aux fondamentaux. Il n'y a pas de Nicolas Cage dans ce one-shot, je sais. Je suis une pauvre merde, j'en suis sincèrement désolé. Le problème, c'est que mon job, c'est de faire des blagues, et dans des conditions pareilles, je ne vois pas ce que je pouvais faire. Voilà, même si apparemment, j'ai pas encore vu Joe, mais il paraît que le film est très bien. Cage fait une performance formidable, je n'en doute pas, mais apparemment le film même est très bien, donc vous voyez Joe, mais moi je n'ai pas en parlé, je te dis, enfin quoique par rapport au nanar de la semaine, enfin de ce one shot, parce que de la semaine il n'y aura rien la semaine prochaine, désolé, on est quand même déjà plutôt bien placé dans le je ne peux pas suivre avec une blague, donc voilà. Bref, et si on démarrait les hostilités, je pense que je vous ai fait assez patienter. Patience isn't my strongest suit. I don't want your suffering. I don't want your future. Please. We need you to hope again. Et on démarre cette émission avec un genre que j'affectionne particulièrement, à savoir le bon gros blockbuster pété de thunes. Oui, mais bon gros blockbuster pété de thunes qui fait bien son boulot. Et ils ne sont pas si nombreux. Voici donc X-Men Days of Future Past d'un Bryan Singer qui a visiblement décidé d'arrêter de faire des conneries. Et ça, putain, ça fait du bien. S'il y a une franchise qui représente les super-héros au cinéma mieux que quiconque, c'est bien X-Men. D'abord, parce que si le film de Bryan Singer sorti en 2000 n'avait pas marché, nous n'aurions pas connu l'avènement du genre que nous avons vécu ces 14 dernières années. Et ensuite, parce qu'elle montre très clairement que la place d'un réalisateur ayant un réel point de vue est une chose primordiale pour la réussite de l'œuvre. Car X-Men, c'est d'abord 2 bons films signés Singer, suivis de 2 produits sans âme par des yes-man serviles. Et comme n'importe quelle autre saga, on se dit que c'est foutu et l'espoir n'est plus permis. Mais ça, c'était jusqu'à ce que Bryan Singer revienne aux manettes, signant le traitement de l'histoire de ce que sera l'excellent et retour en grâce de la franchise X-Men First Class, préquel réalisé par Matthew Vaughn, pour ensuite repasser derrière la caméra pour ce Days of Future Past, qui réunit le casting de la trilogie d'origine avec celui des préquels. On appelle ça boucler la boucle. L'autre point fort de X-Men tient dans sa pérennité. Cette franchise prouve que l'on peut tenir une histoire et une saga sans se voir forcé de rebooter la chose pour X raisons généralement mercantiles. 14 ans que cela dure et ce n'est pas prêt de s'arrêter, la suite de ce Days of Future Past étant prévue pour 2016 et répondant au doux nom de X-Men Apocalypse. Alors pas de reboot? Oui et non. Car en dehors de quelques clins d'œil, on pouvait noter de petites incohérences entre First Class et la trilogie d'origine. Alors, simple préquel ou reboot? Eh bien, Bryan Singer répond à la question grâce à Days of Future Past, en créant une forme de semi-reboot, laissant exister les autres films de la franchise, en dire plus serait hautement spoiler, tout en s'assurant la plus grande ouverture possible quant à la suite, en annihilant toutefois la majorité des conneries que nous ont fait subir Brett Ratner et Kevin Hood. En fait, Singer crée un pont reliant tout à travers Wolverine. À ce titre, le clin d'œil à Star Trek est on ne peut plus évident, puisque c'est exactement la même chose qu'avait faite J.J. Abrams en 2009. Days of Future Past a été pensé justement pour répondre
aux trois du fond qui disaient il y a plein d'incohérences. Maintenant, elles sont complètement toutes éliminées. L'ordre des films, c'est de X-Men à de Wolverine. Ensuite, tu regardes First Class et ce Days of Future Past. Parce que par rapport à Wolverine, justement, comme je disais, c'est lui qui fait suivre la trajectoire puisqu'il a les deux timelines en tête. C'est super important à comprendre ça. Et visiblement, certains ont du mal en continuant de parler d'incohérence. Non, il n'y a plus d'incohérence. Tout ce que tu connais de la trilogie d'origine et de The Wolverine n'existe pas. Ça n'existe plus à partir de Days of Future Past. C'est super simple à comprendre, les mecs. Au passage, X-Men Origins Wolverine n'existe pas. Qu'on soit bien clair, ce truc n'a jamais existé. Avec Days of Future Past, Bryan Singer fait amende honorable. Il s'excuse d'avoir abandonné le navire et d'avoir laissé des gens incompétents poser leurs sales pattes sur sa franchise, cassant ainsi son jouet. Il répare du mieux qu'il peut et la note d'intention est donnée dès l'ouverture, alors que la fanfare 20th Century Fox laisse retentir le thème original des X-Men signé Michael Kamen 14 ans plus tôt. Très vite, il enchaîne par une séquence d'action monumentale où il peut se vanter d'avoir utilisé et uni les pouvoirs de ses personnages de la manière la plus fun et inventive depuis les indestructibles du génial Brad Bird, ce qui, vous en conviendrez, n'est pas la moitié d'un compliment. C'est ainsi qu'en moins de 10 minutes, Bryan Singer rassure les sceptiques. X-Men Days of Future Past est tout simplement le meilleur épisode de la franchise. À Singer alors de continuer tout le long du métrage à montrer l'étendue des pouvoirs de ces mutants, que ce soit dans le final avec un Magneto plus puissant que jamais, ou bien la séquence du film avec Quicksilver, probablement l'une des démonstrations de pouvoir les plus fun vues en salle depuis longtemps. Bryan Singer parvient à créer ici une sensation de vitesse comme jamais vue auparavant, en fait depuis les Indestructibles encore, et gère parfaitement les ralentis pour offrir au personnage le moment de gloire qu'il mérite. What do you guys want? I didn't do anything. I've been here all day. Just relax, Peter. We're not cops. No, you're not cops. Hey, what's with this gift to youngsters place? That's an old card. What, a teleporter? No, he says fast. When I know him, he wasn't so young. Young? You're just old. So who are you? What do you want? We need your help, Peter. What? Break into a highly secured facility. Prison break? So what's in it for me? You get to break into the Pentagon. How do I know I can trust you? Sure, man. It's cool, but it's disgusting. Bonne chance, Joss Whedon! Et je dis bonne chance parce que bon miracle, ça n'existe pas. Évidemment, ça ne s'arrête pas là. Si le spectaculaire est bien présent, Singer n'en oublie pas l'émotion et continue de creuser la relation entre Xavier et Eric démarrée dans l'épisode précédent, n'oubliant jamais d'inclure Mystique et sa place prépondérante dans le récit. Le truc, c'est qu'avec le temps, 14 ans je rappelle, on s'est attaché à ces personnages, que ce soit l'incarnation première, Patrick Stewart et Ian McKellen toujours fantastiques, ou la jeune, James McAvoy et Michael Fassbender sublime, l'attachement émotionnel est là. Ils ne sont pas simplement en train d'incarner ces personnages, ils sont ces personnages. Comme Bryan Singer croyait et croit toujours en son histoire de mutant, eux croient en ce qu'ils jouent. Ce rapport qu'ils entretiennent avec l'histoire et les personnages joue pour beaucoup dans la réussite des films. Loin d'être parfait, Days of Future Past parvient toutefois à éviter l'erreur commise par Brett Ratner et Gavin Hood dans l'abondance de mutants à l'écran. Si eux s'y sont cassés les dents, Singer gère leur temps de présence à l'écran avec parcimonie et ne les utilise qu'à travers leurs fonctions. Ils ne sont pas là pour une démonstration de pouvoir inutile, ils sont là car ils ont une utilité dans le récit. Pour ce genre de détails, on ferme aisément les yeux sur quelques défauts mineurs. C'est là la force des bons films, nous faire oublier un ou des éléments pouvant poser problème lorsque l'on n'est pas capable de gérer son histoire. Bryan Singer vient rappeler qui est le patron et après l'effroyable Jack de Giant Slayer, on espère qu'il n'abandonnera plus sa saga. Vous l'aurez compris, X-Men Days of Future Past est un immanquable. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre 2 ans pour voir se confronter Apocalypse aux X-Men. Et cette même année, ils seront rejoints dans les salles de cinéma par Batman, Superman et Captain America, entre autres, parce qu'il y en aura même d'autres. Ça va saigner. So many battles waged over the years. And yet, none of them like this. Are we destined to destroy each other? Or can we change who we are and unite?
Is the future truly set? Mutants, we now find ourselves on the edge of extinction. You'll need to go into the past to end this war before it ever begins. Use your power. Bring the X-Men together. It's going to take the two of us, side by side at a time when we couldn't be further apart. You took the things that mean the most to me. Maybe you should have fought harder for them. There is a new enemy out there. Mutants. You'll need a new weapon for this war. I know what I have to do. It's us or them. All those years wasted fighting each other, Charles. I've watched a lot of people die. Friends. We've been given a second chance. Guide us. Lead us. I don't want your future! We were supposed to protect them! You're afraid. I remember. Ça va un peu sonner comme une sorte d'insulte, mais j'ai déjà fait une critique écrite de ce X-Men. Vous pouvez aller sur le blog pour la lire. Elle est un peu plus complète. Je rajoute des choses ici. Donc les deux se complètent bien. C'est un tout cohérent. Donc allez la lire, allez la regarder, faites ce que vous voulez. Faut faire les deux. Comme ça, vous avez l'entièreté de la chose. Maintenant, on va un peu parler super-héros avant de passer au film suivant. On va faire ça assez vite parce que le sujet est quand même super vaste. Donc, question, y a-t-il trop de films de super-héros? Réponse, non. Non. Parce que, alors, il faut considérer qu'il y a trop de comédies, qu'il y a trop de drames, qu'il y a trop de policiers, qu'il y a trop de films adaptés de romans. Et parfois, c'est aussi catastrophique que certains films de super-héros qu'on peut voir. Donc non, je pense que les gens confondent l'abondance de films de super-héros, qui n'existent pas, ils sont pas si nombreux que ça, par rapport avec le marketing qui, pour le coup, est mouse et peut faire mal. Mais ça, c'est parce que c'est un blockbuster, c'est du marketing de blockbuster. Voilà, ça a toujours été comme ça, enfin toujours depuis plusieurs années, ça commence vraiment à prendre des proportions énormes. C'est pas nouveau, les mecs. Donc arrêtez de confondre le trop plein de films de super-héros avec le marketing brutal. C'est pas la même chose. La vraie question, c'est plutôt concernant la qualité des choses. Regarde, par exemple, Marvel, ils font n'importe quoi, ils ont un plan, ils préparent leur truc, cool, mais qu'est-ce qu'ils foutent à côté? Je veux dire, Ant-Man par exemple, ce film-là n'aurait jamais pu exister si Edgar Wright n'aurait pas dit qu'il aimait Ant-Man et qu'il aurait voulu le faire. Il travaille sur le film et puis il dégage du film tout simplement parce que Marvel l'emmerde. Et j'y comprends rien, quoi, ça n'a absolument aucun sens de faire ça. C'est-à-dire, on va prendre un réalisateur absolument formidable, mais on va absolument lui laisser aucune liberté, alors que c'est justement la raison pour laquelle t'es censé aller chercher le mec. Ant-Man n'existerait pas sans Edgar Wright, et maintenant il va exister sans lui. C'est totalement incohérent. Après, moi je reste très ouvert sur Marvel, par exemple, Captain America était très bien. Captain America et Captain America 2, même si je trouve que le deuxième est bien supérieur au premier, t'es pas bloqué par cette espèce de romantisme à la con. Le coup de la fondue, c'était quand même vraiment pourri. Ça reste pas exceptionnel non plus, hein, je veux dire, ils ont rien inventé, mais putain, quand ils ont envie, Marvel, ils peuvent le faire. Puis, comme je dis, je reste très ouvert, Iron Man 3, tous ceux qui me disent que y a pas une once de Shane Black dans le film, mais les mecs, vous êtes d'une mauvaise foi affligeante. Il faut ne pas connaître Shane Black ou être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître qu'il y a du pur Shane Black dans le film. Après, c'est un film de compromis, comme je l'ai dit dans ma critique, c'est un film bâtard. Il y a le produit Marvel, et il y a le Shane Black. Mais il est bien présent. Il est bien présent. Le nier, c'est mentir. Et c'est pas beau de mentir.
DC Comics, je reste méfiant, parce que ça fait quand même des années qu'ils ont envie de faire la Justice League, tout ça, qu'ils font rien. Là, c'est vraiment en mouvement, c'est en train de se faire. Maintenant, je reste quand même méfiant, parce que j'ai peur justement qu'ils nous fassent ce que fait Marvel, c'est-à-dire, c'est un film qui n'existe pas en lui-même, qui est juste là pour introduire la suite. Et les mecs, c'est vraiment pourri comme idée. Donc c'est chiant. J'ai beaucoup aimé Man of Steel, qui existe en lui-même, mais qui ne nécessite rien d'autre à côté. Maintenant, pour Batman vs Superman Dawn of Justice, rien que le titre déjà, t'as l'impression que ça va être une introduction à la Justice League. Ça m'inquiète. J'aurais préféré qu'il te fasse un film qui s'appelle The World's Finest. Pour ceux qui n'y connaissent rien en BD, The World's Finest, c'est Batman et Superman, dans la même histoire. Et donc, voilà. Je suis un peu inquiet, j'ai peur qu'ils fassent comme Marvel, j'ai envie de leur faire confiance parce que de toute façon en termes de BD, là je suis beaucoup plus fan de DC Comics que de Marvel, donc grosso merdo, j'espère que ça va être bien. Maintenant, je préfère rester méfiant, j'attendrai de voir sur pièce pour juger, mais c'est cool parce qu'on va enfin avoir un film Wonder Woman. Donc une vraie héroïne, j'espère qu'ils vont pas le foirer celui-là. Non, mais c'est cool. Par contre, un truc qui est super important, parce qu'il y en a il y a des fans des séries Arrow et compagnie qui disent « Ouais, mais ce serait vraiment bien que Stephen Amell il fasse partie de la Justice League au cinéma. » Non. Non. CW, c'est une chaîne de merde qui fait de la merde. Arrow, c'est de la merde. Flash, ça va être de la merde. Je parlais de X-Men. Quicksilver, t'as vu le truc avec la vitesse, tu te dis « Putain, c'est brillant. » Flash, quand tu regardes la bande-annonce, il court comme Clark Kent le faisait dans Smallville. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Il n'y a pas besoin de développer plus, c'est de la merde. Hein. Soyons bien clairs. Ça va être pourri, et Arrow, c'est vraiment de la merde. C'est super mal écrit, c'est super mal réalisé. Arrêtez de vouloir faire de l'action quand vous n'avez pas de pognon pour filmer une scène d'action correcte, quoi. Et surtout, quand vous faites une série sur Green Arrow, ne l'appelez pas The Hood. Appelez-le Green Arrow, putain. Hein? Pourquoi pas? Ceux qui s'en sortent mieux, même s'il y a eu des grosses merdes, c'est la Fox avec X-Men, tout simplement. Et puis à côté, tu as Sony. Alors Sony, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils t'ont rebooté Spider-Man. À la limite, de toute façon, ça devait arriver. Je vous recommande d'aller revoir ma critique du premier Amazing Spider-Man, qui passe quand même pour un chef-d'œuvre. À côté de Amazing Spider-Man 2. Tu sais, c'est quand même le film où le méchant devient méchant parce que Spider-Man ne veut pas devenir son copain, enfin il l'a oublié. Et mec, la première fois qu'ils se rencontrent, Max Dillon, qui est quand même une insulte au geek absolu, hein, précisons, il est noir. Parce que c'est Jamie Foxx qui le joue, il est noir. La deuxième fois qu'ils se croisent, il est tout bleu, il est chauve, et il tire des éclairs avec ses doigts. Alors, quand tu balances la réplique, tu ne me reconnais pas? Oui. Tu sais, je veux pas être raciste et pointer du doigt la couleur de ta peau, mais tu es bleu, mec. Je suis désolé, tu es bleu. Tu ressembles à un putain de schtroumpf qui aurait mis ses doigts dans la prise. Alors, non, je ne te reconnais pas. Ça me paraît logique. On va pas faire long feu, j'ai écrit une critique pour Amazing Spider-Man 2, allez la lire. Je pense que tout est dit, mais c'est juste n'importe quoi. C'est-à-dire les mecs, ils ont aucune idée. Ils te balancent Felicia Hardy, Black Cat. Elle travaille pour Oscorp. Putain, les mecs, ça n'a aucun sens. Je demande à un fan de comics, parce que je me dis, à la limite, peut-être qu'ils ont lu un truc que je ne connais pas. Donc je demande à Spot, qui lit plein de comics, qui connaît bien Spider-Man. Je dis, on est quand même d'accord que Felicia Hardy, qui travaille pour Oscorp, ça n'a absolument aucun sens. Et il dit, ah, tu connais mieux la BD qu'eux. Ah, ok. Bon bah c'est vous qui bossez, c'est vous qui faites n'importe quoi, bon bah pourquoi pas. Non, puis dans le genre, ce qui est génial, c'est que les mecs ils sont arrivés, ils se sont dit, bon alors, les méchants, comment on fait? Bon, et si on faisait un méchant qui serait né grâce à Oscorp? Ok, petit, bonne idée, on va faire ça. Bon alors, j'ai une autre idée, et si dans le deuxième, le méchant lui aussi il venait d'Oscorp? Bonne idée, ouais, j'adore le concept. Bon, le bouffon vert, on le met dans le film? Bonne idée. Bon, là, c'est Oscorp, c'est obligé, hein, sinon les fans, ils vont gueuler, ils vont dire n'importe quoi. Ok. Et les Sinister Six, on en fait quoi des Sinister Six? Est-ce que... Oscorp, mec. Alors, en fait, je pensais que peut-être, éventuellement, ta gueule, Oscorp. Ouais, mais on pourrait peut-être développer... Ta gueule! C'est moi qui prends la décision. Tu vas te faire enculer, mec. D'accord? Tu vas te faire enculer, Oscorp. Ok, est-ce que je peux proposer un truc? Non! Mais t'as
t'avais dit qu'on ferait des knackis! Ta gueule! Bref, je pense qu'à partir de ce moment-là, il vaut mieux passer à la suite. Et la suite, eh ben, étrangement, elle est moins pire que Amazing Spider-Man 2. Tu as de la chance, mon gars. Mes filles vont se faire un plaisir de mettre ta machine en route grâce à la méthode d'aérobic pénienne de Déborah Branlo. Puis je verrai quel genre de mal tu es. Parfait, à l'attaque! Nous sommes les majorettes cosmiques. On a envie d'une tri. Et c'est toi qu'on veut pour nous faire ce qu'il y a de mieux. Alors là, j'ai pas compris. Parce que s'il n'y a pas de gros nanar puant, ce n'est pas vraiment le JLPC. Je vous ai sorti une belle grosse merde du fin fond de mes chiottes. J'avais dit quand j'avais parlé du premier qu'il était peu probable que je parle de cette suite, mais là je me suis quand même dit que pour cette émission spéciale, je me devais de faire. Voici donc venir le grand, le seul, l'unique, que dis-je, le magnifique, le retour de Flash Gordon. Alias, dans son titre original, Flash Gordon rencontre les Pom-Pom Girls cosmiques. C'est quand même vachement mieux, et puis c'est une certaine idée du renoncement. Bon alors, Flash Gordon, pour ceux qui l'auraient oublié, c'était l'histoire du terrible empereur Wang le perverti qui, impuissant et donc frustré, utilisait une machine diabolique appelée le rayon sexe depuis la planète porno pour lancer la Terre dans un état orgasmique constant. Flash Gordon, aidé par le professeur Éjacule, ça ne s'invente pas, s'en va alors sur porno pour sauver le monde. Maintenant, si vous en voulez plus, allez revoir la chronique du premier film parce qu'il vaut vraiment le coup. Et si après ça vous en voulez encore, alors restez parce que ce n'est pas près de devenir plus intelligent. Ça sent la chair fraîche. Incroyable, ça part. Oh, c'est pas normal. Bonjour. Donc, dans le retour de Flash Gordon, ou selon son titre VO bien plus délirant, à savoir Flash Gordon rencontre les Pom-Pom Girls cosmiques, notre héros se fait kidnapper par des Pom-Pom Girls venues d'une planète tout simplement appelée la planète étrange. Un monde merveilleux où les hommes ont été réduits impuissants par le méchant qui n'a pas de nom et qui est fringué comme un terroriste ninja. Du coup, nos cheerleaders de l'espace ont très envie de goûter à la bite légendaire de notre ami Flash. Le grand méchant sans nom, accessoirement dans une relation avec la reine Frigide, apprend très vite l'arrivée de Flash sur la planète et décide de s'emparer de lui dans le but de lui subtiliser son pénis et ainsi de se le greffer. C'est alors qu'entre en jeu le professeur Éjacule et Madame Gordon, bien décidés à le retrouver. Suce ma petite belle, on ne va pas tarder à décoller. Ayant inventé un vaisseau spatial fonctionnant grâce à la fornication de poules, celui-ci tombe en rade lorsqu'ils arrivent sur la planète. Après avoir récupéré Flash, tandis que sa donzelle se fait kidnapper à son tour, celui-ci utilise son attribut légendaire pour faire décoller le vaisseau. Et non, vous ne rêvez pas. Dans ce film, Flash Gordon a des rapports sexuels avec des poules. C'est bien ce que je suspectais. Nous avons pénétré dans une espèce de champ de force qui a entraîné un grave dysfonctionnement du calibrage de l'allongement maximum du muscle érecteur de l'appareil dit reproducteur du mâle vertébré Homo sapiens. Quoi? Il y a quelque chose dans l'atmosphère qui m'empêche de bander normalement comme tu vois. Ouais, bah il fallait bien justifier le coup des poules, hein. Là, ils vont subir 1001 aventures que je ne vais pas déflorer au cas où vous auriez la mauvaise idée de voir le film, mais sachez juste qu'ils vont finir par aller visiter un colon pour y rencontrer un peuple de crottes qui parle, et dont le leader s'appelle ni plus ni moins Diarrhée. Littéralement, je n'invente rien. D'ailleurs, les crottes, ça chante dans ce film. Je voudrais vous présenter notre maître, le chef Diarrhée.
Grand chef, je vous présente Flash Gordon et ses amis. Via des subterfuges au niveau du reste du film, c'est-à-dire pas bien malin, Flèche et Éjacule s'échappent et parviennent à rejoindre l'antre des méchants. Flèche va filer un orgasme à la reine Frigide, qui est grosse et moche, sinon ça n'aurait pas été drôle j'imagine, et il sauve Madame Gordon, qui venait de se voir offrir un cunilingus par une créature étrange dont je ne perdrai pas le temps de décrire. Sachez juste que c'est fucked up, un peu comme le reste du film. Mais je rêve, professeur. Vous êtes un bébé. Bref, on apprend donc que le grand méchant sans nom est en fait l'empereur Wang, ce qu'on avait tous deviné depuis le début, mais bon, de toute façon, tout le monde s'en fout, et Flèche parvient à nouveau à le vaincre et la planète entière retrouve sa sexualité, suite à quoi tout ce petit monde retourne sur Terre et c'est fini. Empereur Wang. J'aurais dû me douter que tout ça ne pouvait être que ton œuvre. Tu t'imaginais m'avoir fait la peau, Gordon, mais ma soif de luxure et de pouvoir a toujours été démesurée. Ton pénis et ma cervelle feront un superbe mariage à la mode de l'enfer. C'est ce qu'on va voir, cervelle de pénis, finissons-en une bonne fois pour toutes. Voilà, pour ceux qui se souviennent du premier, on est plus ou moins dans le même délire. Alors du coup, c'est bien? Ben non. En fait, c'est vraiment pas bon. Ce qui était génial dans Flash Gordon, c'était le niveau d'improbabilité de la chose. C'était de voir le degré de connerie qui émergeait du truc, et ce jusque dans la VF où les voix étaient pour la plupart ridicules. C'était la définition même d'un nanar, à savoir une œuvre si mauvaise qu'elle en devient géniale. Ici, avec le retour de Flash Gordon, on est sur quelque chose d'autre, presque quelque chose pensé au premier degré. Ils essaient de faire une comédie purement et simplement, mais c'est là qu'ils ont tout faux, car le premier film était drôle malgré lui. Je veux dire, on a des blagues scato ici, et ça suffit amplement à prouver que ce film est à côté de la plaque. C'est purement et simplement une tentative foireuse d'humour, douteuse certes, mais humour quand même. Toutes ces choses n'existent pas dans l'original. Oh putain! Même si je me doute bien que l'original était lui aussi pensé de manière à être plus ou moins un grand morceau de Portnawak, il apparaît beaucoup plus naturel. Ce qui était drôle n'était pas les tentatives d'humour, mais tout ce qu'il y avait autour. La sexualisation de chaque événement rendait le film drôle. Ici c'est forcé. C'est une simple surenchère. C'est comme si quelqu'un faisait une blague drôle, et en voulant absolument profiter de la bonne ambiance, le copain gênant de la bande lâche la sienne basée sur la première blague. Ça n'est jamais drôle, et tout le monde déteste ce type. Flash Gordon 2, c'est ça, c'est ce type, mais en film. Alors, c'est sûr, il y a bien une ou deux répliques, voire même des situations assez drôles, mais sur plus d'1h30, c'est peu, donc vite lassant. En plus, les personnages sont caricaturaux. En dehors de quelques séquences, ils étaient joués au premier degré dans Flash Gordon. Ici, ils poussent tout à la comédie, le pire étant le professeur Éjacule. Si le changement de casting ne choque pas pour Flèche ou Wang, là, le problème est plus du domaine de la VF. Lui s'avère être complètement raté, alors qu'il était l'élément le plus génial du premier film. Tout, absolument tout est poussé à la caricature, au point que ça en devient gênant, ça fait cheap, et même concernant les extraits que j'ai choisis, j'ai dû me rabattre sur des choses illustrant ce que je disais, et non pas des choses drôles que j'avais envie de partager avec vous. C'est dur à dire parce qu'à la base c'est quand même censé être une belle grosse merde, pourtant c'est une putain de déception. Découvrez plutôt le premier si c'était pas encore fait, là au moins vous avez des chances de vous marrer ici, même avec votre amie Marie-Jeanne, ça va être l'ennui qui prédomine quoi, clairement, donc vous voilà prévenu. Oh, vraiment, c'est dégoûtant. C'est juste du H2S, communément appelé vent ou gaz. Si t'arrives à rater un film comme Flash Gordon, je suis désolé, mais moi j'ai plus aucun espoir en l'humanité. Et j'en avais déjà très peu. Alors à la place, ce que tu fais, c'est que tu peux aller acheter mon livre. Tu peux acheter mon livre et le lire, et tu vas y gagner. Ça n'a absolument aucune logique, mais tu en sors gagnant. Parce que même si c'était pas bien, et c'est pas le cas, c'est formidable, vous pensez bien, c'est moi qui l'ai écrit, ça reste mieux. Bref, passons à la suite, ça vaut mieux. How come I don't smell anything? It's because I shoved an Altoid up my ass before I came in here. I mean... Let me see then. What? Let me see. No, I'm not gonna let you see. You're not gonna let me see because you're not taking a poop. I've been flushing as I go. You're flushing as you go. Who takes a half hour to go to the bathroom? John Goodman. Don't press enter. I'm not sure I want to make that move. Après 40 ans toujours puceau, en cloque et funny people,
édition américaine parce qu'ils ne l'ont jamais sorti en Blu-ray chez nous, bande de bâtards. Voici venir le dernier film en date de l'excellent Judd Apatow, à savoir le formidable This is 40 que je ne possède évidemment pas en Blu-ray. Vous vous demandez pourquoi j'ai choisi ce film pour clore une bonne fois pour toutes l'existence de cette émission qu'est le JLPC? Eh bien, comme il y a 3 ans avec Lost, la qualité bien présente n'en est pas la raison. Pour cette toute dernière chronique, j'aurais pu parler de Gravity et de son importance dans l'histoire du cinéma, de par tout le génie qui en découle. Alfonso Cuarón livrait une œuvre qui touche au cœur tout autant qu'elle nous fait réfléchir, d'une logique et d'une cohérence rare, allant du plan en position fétale jusqu'à ce final darwinien et bouleversant, sous forme de renaissance. Gravity est une réflexion humaniste qui ne passe qu'à travers l'image et le symbole. Le tout sans discours asséné à coups de marteau, du cinéma de l'évocation pure, demandant un minimum d'attention de la part du spectateur pour ainsi en découvrir toutes ses richesses. Cela étant, jamais Gravity n'est une œuvre opaque, réservée uniquement à une niche de cinéphiles. C'est une œuvre unique en son genre, une expérience sensorielle qui va au-delà de toutes nos espérances, le genre de film rare qui se vit plus qu'il ne se raconte. Et pourtant, contre toute attente, j'ai plutôt opté pour une comédie dramatique sur un couple de quadragénaires. Si j'en imagine certains se demander pourquoi, c'est qu'ils n'ont jamais prêté attention à mon discours dans cette émission, ni à mon amour immodéré pour Judd Apatow. Et vous devriez avoir honte. Apatow parle de sa vie, littéralement. En Clock, c'était l'histoire de sa rencontre avec sa femme et l'arrivée inopportune de leur premier enfant. This is 40 s'impose donc naturellement comme une forme de bilan. Doux amer et sans embâge, Apatow se livre comme s'il faisait une thérapie, en ne se croyant surtout jamais plus intelligent que son public et n'essayant jamais de nous faire la morale. Il regarde la vie telle qu'elle est et décide de l'accepter ainsi, tout en faisant son possible pour donner à la sienne un semblant de sens. Et aussi naïf que cela puisse paraître, cela passe à travers l'amour. Car Judd Apatow est un homme simple qui aspire à une vie tout aussi simple et normale, et cela se traduit dans son cinéma. Et s'il parle de sa vie, il parle aussi de la vie en général, allant bien au-delà d'un simple message pour les geeks, comme certains peuvent le penser. D'ailleurs, il n'y a rien de geek dans This is 40. Apatow ne pose jamais aucun de ses personnages dans une case, et il a l'intelligence de développer son propos en allant au-delà d'un point de vue, pour en embrasser plusieurs, même différents du sien, sans jamais porter le moindre jugement sur ceux-ci. C'est ce qu'il a toujours fait, et c'est ce qu'il continue de faire. Why would you have 3 kids? Anyway, I mean, you're 60 years old. You had no money. Because Claire wanted a baby. If we didn't at least try, she would have left me. She was 45 years old. Nobody thought it would take. The doctor, when we're doing in vitro, was winking at me like, don't worry, don't worry. We were very unlucky. Reprenant des personnages déjà vus dans l'excellent En Clock, This is 40 raconte le plus simplement du monde le quotidien d'un couple de quarantenaires et de leurs relations familiales, que ce soit de couple ou parentale, allant jusqu'à poser ses personnages principaux dans le rôle des parents et des enfants en même temps. Apatow, comme souvent, brasse une multitude de sujets, les traitant à chaque fois avec une justesse rare. Peut-être pourrait-on lui reprocher que l'abondance de thèmes le pousse à en survoler un ou deux, qui peuvent par conséquent paraître sous-exploités. Ce sera le cas concernant le pourtant génial John Lithgow, en père absent ayant refait sa vie loin de sa fille. Dommage, car on tient là un superbe sujet qui aurait mérité un traitement à la valeur de l'acteur qu'il incarne. À ce titre, Lithgow excelle à chacune de ses apparitions. Alors là, j'avoue que je chipote un petit peu parce que le sujet est quand même traité. C'est juste que je pense qu'il n'est pas traité de la manière que moi je voulais. Je vais bientôt parler de l'effet miroir et c'est un peu ce qui me pose problème entre guillemets. C'est que justement c'était l'effet miroir qui me concernait dans ce film-là. Et donc du coup je trouve un poil dommage que ce ne soit pas traité. Mais encore une fois, déjà je chipote parce que c'est vraiment traité. Et ensuite c'est pas traité comme je l'aurais voulu. Je pense que c'est là tout le problème, mais on va revenir sur l'effet miroir bientôt. Do you want to see pictures of the kids? Oh, yeah. This is Kel, my son. He's handsome. He's 13. Mm-hmm. And that's Alexandra, my daughter. She's a real perfectionist. A lot like you. That's the whole gang at Cabo. Contrairement à ce que l'on a pu entendre ci et là, This is 40 est tout sauf un film mineur. En fait, le vrai problème du film ne vient en réalité pas du film. Il vient de moi et d'autres gens dans ma situation.
Car après tout, This is 40 est le premier film d'Apatow dont le sujet n'est pas universel. Il s'adresse directement aux couples vivant la même situation et j'imagine que vous en conviendrez, je suis très loin d'être la cible. Il y a donc pour moi un vrai problème d'identification. L'adhésion à cette histoire, de par ses personnages et leur vécu, ne peut fonctionner comme c'était le cas sur ses précédents films. C'est pourquoi This is 40 est un film que j'ai vraiment hâte de revoir. Non pas, et c'est le cas ici, parce que je l'aime et prends du plaisir à chaque vision comme bon nombre de films que j'ai souvent envie de revoir. Non, si j'ai hâte de le revoir, c'est parce que je sais qu'à un point ou un autre de ma vie, ce film fera un effet miroir. Car je me reconnais parfaitement en Andy et ses problèmes sociaux. Je me reconnais tout autant en Ben et son refus catégorique de grandir et d'assumer ses responsabilités, alors même qu'il arrivera un moment dans la vie où il y sera forcé. De même que je me reconnais en George Simmons, qui n'accepte le changement qu'à l'aune d'une maladie qui lui sera fatale, mais revient en arrière dès lors qu'il va mieux pour n'embrasser ce changement qu'au tout dernier moment. Sur ce point bien précis, c'est en quelque sorte l'effet Rocky 3. Stallone écrit et fait dire à ses personnages quelque chose pendant que lui fait l'exact opposé. En tant qu'auteur, et sans prétention aucune je précise, j'en arrive à commettre les mêmes erreurs. Je lance un discours que je ne suis moi-même pas capable d'écouter et d'appliquer. George Simmons fait la même chose dans Funny People, et c'est là l'une des forces d'Apatow. Comme John Hughes avant lui, il tient un discours cohérent et s'y tient. Wouldn't know what to do with that. You think our wives are looking at us right now? Oh, definitely. Yeah. They look like pedophiles. Alors c'est vrai, au final, je parle plus de ma relation avec Judd Apatow que du film en lui-même, mais c'est surtout pour éviter tout commentaire inapproprié par rapport au point évoqué précédemment. De toute façon, même si le sujet est tout de suite moins universel, il reste toutefois tangible. Sur le nombre incalculable de réalisateurs de films d'auteurs moisis qui se la branlent, combien peuvent se permettre d'en dire autant? Apatow, lui, le fait entre deux blagues en dessous de la ceinture, la prétention en moins. Can we just keep like just a small shred of mystery in our relationship, please? Look, I saw you have 2 babies, okay? Seriously, I need you to get up all in that. I do not want to investigate your anus. It's payback time. Au final, il est impossible de faire la fine bouche. Avec Apatow, on sait que le film risque d'être un poil trop long, que certaines séquences vont frôler l'ennui, et qu'on ira même jusqu'à se demander l'utilité de telle ou telle scène. Mais malgré ces 2h15 au compteur, il reste d'une rare efficacité. Lorsque l'on rit fort, et ce, grâce à des situations jouissives et bien écrites, de bonnes vannes et autres répliques bien senties. Apatow sait gérer le rythme. Alors certes, il n'est pas un grand cinéaste dans le sens technique du terme, ses compétences en tant que metteur en scène sont somme toute basiques, mais de par la force de son propos, il se permet d'aller tutoyer les plus grands. Pour moi, c'est l'une des qualités premières d'un film. Ce qu'il me fera ressentir ira toujours au-delà de toute considération intellectuelle. Ce qui est intéressant, c'est que dans un sens, Judd Apatow, il n'est pas si éloigné des Dardennes dans sa manière de concevoir le cinéma. Tous les deux, ils parlent, enfin tous les trois, ils te parlent de trucs de la vie. Pourquoi chez un ça marche et chez les autres c'est chiant? Parce que les Dardennes, c'est quand même de la branlette, c'est tout quoi. C'est-à-dire, ils arrivent avec leur truc, leur dernier film là qui était à Cannes, 2 jours, 1 nuit, ils arrivent, ouais mais c'est un suspense quoi. C'est l'histoire de savoir si une meuf va retrouver son job. Putain les mecs, mais j'en ai rien à branler quoi. On en a rien à foutre. Chez Apatow, ça parle, ça touche directement au cœur quoi. Ça va même aux tripes parfois. Et grâce à ça, il arrive à rentrer là-dedans. Eux, ils veulent directement cérébraliser la chose. Ça marche pas. C'est chiant. Et en plus, tu peux, parce que ces mecs-là, ils vont à Cannes, tout ça. Je parlais du talent de metteur en scène de Apatow, mais fondamentalement, je le trouve bien supérieur au Dardennes. Il y a plein d'autres branleurs de genre. C'est hallucinant, tout le cinéma d'auteur français, belge, tout ça. Putain, les mecs, arrêtez, quoi. Non, Apatow, il te parle de choses de la vie. C'est génial. Parce que tu te reconnais dans ce qu'il raconte, et en même temps, il te raconte quelque chose qui t'intéresse. C'est pas juste, hey, t'as vu? Ça, c'est un bout de ta vie. Non, c'est pas ça. Même si je suis pas directement concerné par le film, putain, je me reconnais en Paul Rudd. Le mec, il est en train de chier peinard, juste pour échapper à sa famille, tout ça, à un moment, et t'as sa femme qui vient l'emmerder, qui lui dit, y a la petite qui vient de faire un saut arrière sur le trampoline, elle est retombée sur ses pieds, c'est génial. Lui dit, oh putain, c'est génial. Elle dit, mais tu l'as raté. Bah, elle le refera. Mais oui, mais putain, c'est tellement ça, quoi.
Mais oui, putain, et puis en même temps, le mec il te fait réfléchir. Dans Hancock, t'avais donc le même couple, et t'avais une scène absolument géniale où le mec ment à sa femme pour aller faire de la Fantasy League. Et elle vient le choper parce qu'elle est persuadée qu'il la trompe. Et elle lui dit, mais pourquoi tu me mens? Il dit, mais parce que faut que je m'échappe de la maison, faut que je m'échappe des enfants, etc. Et là, elle lui répond, et moi, j'ai pas le droit. Tu vois, même si t'es pas concerné, t'as le truc qui arrive, tu dis, ah putain, ouais. Ah putain, ouais, mais ça, c'est bien vu, quoi. J'ai pas ça, moi, chez les autres branleurs qui se la touchent. Would we even still be together if I didn't get pregnant 14 years ago? You know what? I'm not gonna go down that road. Would we? Puis pour bien faire un lien avec la dernière du JLPC, il y a des extraits de la fin de Lost dans Easy Sporty. Tout est lié. J'ai même pas fait exprès, j'y ai juste pensé après. Je me suis dit, putain, c'est parfait, quoi. Je vais lier les deux émissions comme ça, intrinsèquement. Bah, génie! Yes, motherfuckers! Voilà les enfants, c'est terminé! Et si on parlait de vos devoirs pour l'été, on va revenir un petit peu plus longtemps sur Impact. Mon roman, c'est écrit au nom de Sébastien Morgan parce que mon vrai nom à moi, il est vraiment Doubori. Alors, je vous lis le résumé en 4e de couverture. Vince Harmon, Morgan, Harmon, je me suis dit, autant tout américaniser. D'ailleurs, à la base, il faut quand même que je vous le dise, j'avais choisi comme nom Sébastien Morgan par rapport à Dexter parce que c'était formidable. Dexter Morgan, donc. Et c'est vraiment devenu de la merde. C'est vraiment devenu de la merde, la série. Donc je suis un peu... pas trop tard. Voilà, donc je suis Seb Morgan. Oui. Donc, je lis. Je vais prendre ma voix de mec super concerné. Vince Harmon, détective privé cynique et misanthrope, s'est au fil du temps coupé du monde alors qu'il sombrait dans l'alcoolisme et la dépression. Le jour où la seule personne qu'il considérait encore comme une amie est retrouvée assassinée, il en fait une affaire personnelle, prêt à tout pour faire payer le responsable de cet acte. Qu'importe les risques qu'il pourrait encourir, Harmon se lance dans une affaire bien plus complexe qu'il ne pouvait le soupçonner et dont personne, pas même lui, n'aurait pu deviner l'envergure. C'est un pur récit de vengeance, je précise. Ça commence un peu comme un polar et après ça y va hardcore, à coups de fight avec des haltères dans la gueule, des couteaux dans le périnée enfoncés jusqu'au bout du manche. Donc si vous aimez la violence, lisez le bouquin. Ouh. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé, hein. Il y a le lien en dessous de la vidéo, comme pour le blog. Vous allez me faire plaisir et intéressez-vous-y. Il y a des critiques sur la page des mini-reviews. Allez les lire, si ça vous tente, achetez-le, ça me ferait super plaisir. Je vous enverrai plein d'amour, des bisous et tout ce que vous voulez. On chantera ensemble la chanson des bisounours. Donc voilà, ça s'appelle Impact, c'est 2 mois. Donc si vous voulez l'acheter, ça me ferait super plaisir, encore une fois. Maintenant, vous n'êtes pas obligé si vous lisez pas. Et ça, c'est écrit assez gros et il y a quoi 280 pages. Donc ça va. C'est pas trop. Hein? C'est pas trop. Et puis c'est bien hardcore. Si vous avez des bonnes références, je veux dire, il y a quoi? Il y a Shane Black, j'en parlais justement tout à l'heure. Le dernier Samaritain est clairement une influence. Il y a un peu de Cowboy Bebop, il y a un peu de Black Sad pour rester dans la BD. Oui, je n'ai aucune référence littéraire dans ma propre œuvre littéraire. En même temps, ceci n'est pas une œuvre. Non, je déconne. Je suis le plus mauvais mec en promo de la Terre. Donc achetez-le, point. Aussi, ce qui est intéressant, et j'aimerais bien en parler un petit peu en vitesse, c'est... on te dit toujours que faire des films et critiques, c'est pas le même métier, auteur, etc. C'est pas le même métier avec critique. Et c'est assez vrai, c'est assez génial. Enfin, c'est pas forcément génial, mais je me suis rendu compte que moi-même, je l'ai fait. C'est-à-dire, je vais faire un peu d'autocritique. Dans le livre, à un moment, j'en arrive à faire une abondance de références. Et ça, c'est un truc que je reproche à tous les autres quand ça ne colle pas. C'est-à-dire, là, le personnage ne devrait pas être dans un état d'esprit, c'est raconté à la première personne. Donc, t'es dans la tête de Vince Harmon. Tu devrais pas avoir ces références cinématographiques, séries, etc. Tu devrais pas, parce que le mec n'est pas dans cet état d'esprit-là. Et ce que je reprochais aux autres de faire, je l'ai fait moi-même. Et c'est assez intéressant. Maintenant, l'autocritique est intéressante parce que je m'en suis rendu compte par moi-même sans que personne ne me le dise. Donc, je vais pouvoir réparer ça pour le suivant, si suivant il y a. À vous, si vous achetez le livre, je peux faire exister un autre. Si vous l'achetez pas, tu vois, moi... Impact
une dernière fois, je vous aime les gars. Donc les sorties cinéma, allez voir 22 Jump Street parce que 21 était absolument formidable. C'est le même réalisateur que le film Lego, de Lego Movie, était absolument génial, donc foncez le voir. Bon, on se refait pas, même s'il va être PG-13, Expendables 3, hein, je suis désolé, mais je suis super excité. Même si ça va être super con, on est d'accord, mais au moins ils ont pris un bon réalisateur, il y a des chances qu'on ait un vrai film enfin en termes de mise en scène. Enfin, ça va pas non plus être exceptionnel, mais au moins il va être agréable à regarder, contrairement aux deux autres qui sont juste marrants. J'espère qu'il sera toujours aussi drôle. Qu'est-ce qu'on a d'autre au cinéma cet été? Bon, tu vas avoir Christopher Nolan et Peter Jackson qui vont arriver, mais ça ce sera plus tard. Sinon cet été, ça arrive très très vite, c'est Dragon 2 de DreamWorks. Alors attention les mecs, parce que pour l'instant, c'est mon film préféré de l'année. C'est absolument brillantissime dans tous les domaines, en termes d'écriture et de mise en scène. J'ai eu les larmes aux yeux au moins 5 fois dans le film, dont une c'était vraiment très gros. C'est bourré d'émotions, c'est bourré d'humour, et puis il y a un sens de l'épique. Mon dieu, mais c'est juste absolument parfait. De quoi mettre en tapis Godzilla. J'ai beaucoup aimé Godzilla. On n'est pas beaucoup, j'ai l'impression, je me pose des questions, je suis pas vraiment sûr, j'entends beaucoup de gens qui chient sur le film parce qu'il n'y a pas beaucoup de Godzilla. Là, le Godzilla est humilié en une séquence dans Dragon 2. Et j'ai aimé Godzilla, je précise. Mais là, non, franchement, foncez le voir si vous avez aimé le premier. Les deux films ne sont pas vraiment comparables, donc je vais pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Pour moi, les deux sont absolument formidables, même si je pense que j'ai une préférence quand même pour le deuxième. Parce que vraiment, il était grandiose. Donc voilà, Dragon 2 au cinéma, foncez, c'est brillantissime. Foncez, faites-moi confiance. Ah oui, et aussi, pour revenir aussi aux super-héros, t'as les Gardiens de la Galaxie, parce que j'adore Chris Pratt, j'ai envie d'avoir confiance, j'ai envie que ce soit vraiment bien. Maintenant, comme avec Marvel, je reste toujours un peu méfiant, mais les Gardiens de la Galaxie, Chris Pratt, j'adore ce mec. Découvrez Parks and Recreation si c'est pas encore fait, vous allez voir, il est absolument hilarant. Sinon, parce que parfois la télé ça peut être mieux que le cinéma, je vous recommande les 2 meilleures séries de l'année pour l'instant, je pense difficilement que qui que ce soit peut faire mieux. Vous avez donc True Detective, c'est que 8 épisodes, l'histoire est finie, il y aura une saison 2 mais ce sera un autre casting et une autre histoire, donc foncez-y, c'est absolument génial. Et puis il y a la mini-série Fargo, adaptée du film des Coen. J'avais un peu peur pour être tout à fait honnête. Je me demandais mais qu'est-ce qu'ils vont nous raconter sur une mini-série de 10 épisodes par rapport à un film qui dure même pas 1h40. Et c'est brillantissime, je me demande même si je préfère pas la série au film. Donc c'est te dire. Il y a Martin Freeman dedans, absolument formidable. Martin Freeman c'est Bilbo Baggins et John Watson pour ceux qui se posent la question. Et Billy Bob Thornton a trouvé son meilleur rôle depuis longtemps. Donc True Detective, Fargo, absolument immanquable, c'est formidable. Donc foncez, faites-moi plaisir, regardez ça. Have you ever thought about killing me? Oh, yeah. Really? Sure. How would you do it? Wood chipper. A wood chipper? Yeah. A wood chipper? Yeah. Wow. I know. Did you see Fargo? Yeah. Et sinon, vous pouvez aussi lire mon livre, je vous le rappelle une dernière fois, il est là, vous pouvez l'acheter et le lire et l'aimer. En fait, vous pouvez l'acheter, vous n'êtes pas obligé de le lire. Voilà, faisons ça. Sur ce, je vous dis adieu, à moins que je change d'avis, mais ça ne risque pas d'arriver. Ciao. I don't remember, were we wild and young? All that's faded into memory. I feel like somebody I don't know. Are we really who we used to be? Am I really who I was? Thank you.